On va recevoir Jean-Marc Généreux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on connaît de vous le danseur, le juge survolté et joyeux de la danse, mais votre livre nous permet de découvrir un autre Jean-Marc Généreux, de votre enfance à votre amour avec France, en passant par le succès, la notoriété. Vous nous livrez tout sur vous et puis sur votre fille, et c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter dans ce grand direct de la santé, Francesca, atteinte d'une maladie génétique dégénérative incurable. Cependant, ce qu'on voit quand même dans le livre, c'est qu'il y a un côté positif, c'est que l'amour de ce clan généreux vous a permis de surmonter les épreuves. Le livre s'appelle Danse avec l'espoir. Il est paru aux éditions Michel Lafon. Et je l'ai dit, on va se concentrer sur Francesca, qui est votre fille, qui est née le 13 janvier 1999. Et au départ, finalement, tout va bien parce que les examens ont plutôt été bons. Et elle naît un 13. Et vous dites que ça va vous porter chance. Oui, absolument, parce qu'il y a plein de trucs qui... J'ai l'antithèse, moi, du 13, parce qu'au Québec ou au Canada, même en Amérique du Nord, le 13 est normalement porteur de malchance. Et à quelque part, je veux pas dire que Francesca, peut-être son parcours à elle, intérieurement, peut-être qu'elle se sent brimée par moments, mais à l'entour d'elle, en tout cas, en apparence, en sourire, elle vit, je pense... des beaux moments avec nous, avec notre famille et l'amour qu'on lui donne et l'amour qu'elle nous donne en retour, c'est magnifique et donc on a l'espoir que ça aille bien. Alors les premières semaines de Francesca ne vous causent aucun souci, elle est suivie par le pédiatre normalement. Au cours du 2e mois, elle s'éveille au son, au mouvement. 4e mois, elle saisit les objets que vous lui donnez. Vous remarquez malgré tout une certaine lenteur au niveau du langage, mais a priori rien de dramatique. À 9 mois, elle ne marche pas encore. Et puis ensuite, il y a quelques petits signes qui commencent à vous inquiéter. Ben, pas autant moi que France. Votre femme. Ma femme, parce qu'elle, elle scrute chaque mouvement et elle avait répertorié tout ce que mon fils avait fait et elle comparait toujours entre les deux. Mais moi... Francesca, elle sourit, elle parle, elle s'en allait vers... elle marche. Et puis, peut-être que je voulais pas voir non plus ces côtés-là un peu négatifs. Et donc, j'étais positif et on fonçait, quoi. Et les mois passent, elle commence à prononcer quelques mots. Elle dit bébé, papa, maman. Mais à 15 mois, alors c'est assez étonnant parce qu'il y a une forme de régression. Ah, ça... Et là... Parce que les docteurs nous suivaient quand même parce que France était vraiment à l'affût. Et notre pédiatre, lui, il disait « Non, écoutez, il n'y a pas d'inquiétude. C'est pas pareil un garçon, une fille. C'est pas pareil ci et ça. Comparez pas. » Et lui, il trouvait qu'il n'y avait pas rien à être alarmé, mais finalement, il y avait vraiment des inquiétudes. Ouais, il y avait vraiment des inquiétudes et malgré tout, elle se replie sur elle-même. Elle évite les gens, en fait. Elle n'est pas bien en contact des gens. Et puis, elle prononce moins de mots. Il n'y a plus que 2 mots qu'elle peut prononcer. C'est bébé et papa. Elle perd de la motricité également. Et après plusieurs mois de recherche, on avait évoqué l'autisme à un moment, mais finalement, c'est pas ça. Et puis le verdict tombe. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Rett. Oui. Et c'est là qu'il faut que je me mette en face de cette réalité et que tout mon beau rêve ou tout le positif que je pouvais évoquer avec mes paroles, mes mouvements, ma vie, et là, ça tombe très dur et ma femme, elle, 5 minutes, était retournée sur les rails et puis elle dit, nous... on va se battre. On va se battre et elle nous traînait tous les deux, là, ma fille et moi. Alors, on va expliquer ce que c'est le syndrome de Rett. C'est une maladie d'origine génétique qui se traduit par un trouble grave du développement du système nerveux central. Il a pour particularité de ne toucher que les filles. C'est un syndrome qui est évolutif et qui peut présenter des symptômes variables. Vous, quand vous l'apprenez, vous vous dites quoi? Vous avez envie de baisser les bras? Honnêtement. C'est vraiment, je me sens dans le ring et là, je viens d'en prendre un dans la tronche et puis je vois les petits oiseaux qui tournent alentour de ma tête et puis je me dis, est-ce qu'on se relève? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme si j'avais mis ma vie à pause. J'avais pris une pause, mais la vie continue. Francesca a besoin d'un vrai père, celui qui était là à la conception. On fait pas des enfants juste... oui, c'est vrai que c'est plaisant faire des enfants, mais cela dit, il faut quand même prendre ses responsabilités. Et ma femme, elle, c'était le capitaine à bord, et là, j'étais le moussaillon. Même, je pense que j'avais quitté le bateau pendant quelques semaines. Mais vous vous dites quoi? Que c'est injuste? Qu'il y a une forme d'injustice? Pourquoi ça tombe sur vous? Ouais, non, mais ça, c'est le questionnement. Il est complètement profond. On dit, pourquoi moi?
Et pourquoi ma femme? On est en général porteur de bonnes nouvelles, on fait des spectacles, les gens sourient. Vous avez envie de donner du bonheur aux gens, Oui, c'est on ça? donne de bonheur. Mais c'est quoi ça? Et après, je l'évoque pas dans le livre, mais j'ai un pote à moi qui, lui... c'est un Anglais qui a plein de billets, il est riche, et puis il a un fils qui est en Australie, et puis finalement, son fils tombe un diagnostic pour un enfant qui... Je recommence. Allez-y. Bon, attends, je vais me concentrer parce que... Bon, mais le fils de mon ami a un enfant, et puis il s'en va à la pouponnière et là, il voit son enfant qui a un diagnostic d'enfant trisomique, et à côté de lui, il y a un gars qui arrive et il est bourré. Et il cogne dans la fenêtre, il veut voir sa fille. Et sa fille arrive et elle est parfaite. Et lui, il regarde son fils et il regarde l'enfant à côté, puis il dit, si moi je serais le mec d'à côté, cet enfant-là a aucune chance d'avoir une vraie vie d'amour. Et donc, c'est quand Ron Gunn, le gars qui m'a conté cette histoire, j'ai réalisé à ce moment-là que peut-être qu'elle est tombée chez moi, parce que si elle était tombée pour le gars d'à côté, peut-être qu'il y aurait eu un autre destin. Et donc, j'ai relevé mes manches, et puis je suis redevenu le père que j'étais supposé devenir. Hein. Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu difficile, mais est-ce qu'à un moment donné, malgré tout, ne serait-ce que 10 secondes, 15 secondes, on n'a pas une forme de rejet de cet enfant? Non. Jamais? Non, c'était beaucoup plus de l'introspection vers moi. Et j'étais beaucoup trop... Centré sur vous-même. Oui, ça me faisait mal à moi, ça me faisait si à moi, mais c'est elle qui a besoin d'aide, c'est pas toi. Toi, t'as tous tes membres, t'as tout pour poursuivre une vie et pour aller loin dans la vie, et t'es équipé pour l'aider elle. Arrête de plaindre, arrête de pleurer, et donne-lui la joie qu'elle mérite. Non, jamais j'ai regardé Francesca, mais jamais. On l'aime autant, cet enfant? Vous l'aimez plus? Il y a quoi dans votre tête? On l'aime autant parce que des enfants, on peut pas en favoriser un ou l'autre. Jean-Francis, qui votre autre enfant, oui, qui est mon fils, m'apporte autant de joie, ou des joies différentes, et de façon même très différente. Et d'ailleurs, je dois vous dire un petit truc qui est trop fort. J'étais en train d'écrire cette autobiographie, et ma femme, elle n'était pas d'accord. Parce que dans l'expression vie privée, il y a le mot privé, puis elle dit, pourquoi tu nous mets sur la place publique comme ça? Mais j'ai dit, j'ai des choses à dire à la France, parce que je veux aller très loin avec la France, et je veux leur dire d'où je viens. Et là, on s'est pris la tête, et mon fils m'a envoyé un texte. Il dit, j'ai écouté la querelle que vous avez eue. Il m'a dit, papa, fonce. Finis ce livre, parce que tu peux aider plusieurs autres papas. Et je vais m'arrêter là, mais je vais juste dire que il a compris pourquoi je faisais ça. Il m'a dit, je vais m'occuper de maman. Toi, finis ton livre, parce que ton histoire peut aider beaucoup de gens. Et et j'ai réalisé que ce que je lui avais donné comme amour, parce que souvent, mon fils, j'ai eu l'impression de le négliger au profit de Francesca, parce qu'il s'est fait dire, juste un instant, Jean-Francis, il faut que je m'occupe de ta soeur. Juste un instant, je peux pas aller là parce que ta soeur est en crise. Ta soeur assis. Et j'ai réalisé qu'il comprend l'amour qu'on doit donner, et je suis heureux de ça. Docteur Stéphane Clerget, c'est vrai que c'est pas simple quand on se retrouve dans une situation comme celle-là. Oui, ce qui est intéressant dans le témoignage de Jean-Marc et dans son livre et également, c'est que du coup, on voit par où passent les parents sur le plan émotionnel. Et ce qui est en tout cas intéressant, c'est l'importance du témoignage, justement, pour pas rester seul avec ses ressentis. Le premier d'entre eux, on l'a entendu, ça peut être la culpabilité. Hein. Est-ce que c'est parce que j'ai pas été stressé pendant la grossesse? Et même quand on nous dit que c'est génétique, comme le syndrome de Rett, on dit j'avais des mauvais gènes. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a de la culpabilité. C'est intéressant. Vous l'avez ressenti, cette culpabilité, Jean-Marc Généreux? Absolument. Je peux pas aimer une femme plus que ça. C'est impossible. Le coup de foudre à 9 ans, tout ça, c'est impossible. Et votre femme que vous connaissez depuis 9 ans, parce qu'on n'en a pas parlé. Et tu dis, mais attends, pourquoi nos chromosomes créent des trucs qui sont anormaux? Tu dis, mais non, l'amour, c'est pur. On devrait juste marcher, se regarder, et poum, on remplit une équipe de foot, quoi, avec des enfants. Ça devrait se passer naturellement, mais non. Et vous dites, Francesca n'a pas demandé à venir rejoindre notre famille, c'est France et moi qui l'avons voulu. Ben oui, on force la nature.
Il y a plein de moyens de contraception. Hein. On peut s'amuser toute notre vie sans avoir d'enfants. Et donc, on choisit on demande à la nature de créer quelque chose pour nous, en notre nom. Oui, et à la fois Françoise Dolto dit que c'est l'enfant qui décide de naître. Et on le sait bien, il y a parfois des moyens de contraception et l'enfant arrive quand même. Et c'est vrai que se dire ça soulage un peu, en disant il a quand même, il ou elle. Alors ça, c'est évidemment des positions un peu philosophiques. Mais l'autre sentiment aussi, c'est évidemment l'angoisse. L'angoisse pour l'enfant maintenant, mais on est là, on va tout faire pour lui. Mais c'est l'angoisse aussi pour plus tard. Et quand je ne serai plus là. Parce que le problème d'un enfant handicapé, on a le sentiment que c'est un enfant qui ne grandira jamais et qui restera tout le temps enfant et qui du coup un jour se retrouvera un enfant sans parents. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des personnes ressources plus jeunes que nous qui pourront assurer la continuité. Et il y a quelque chose de difficile finalement dans la maladie de Francesca, c'est qu'il n'existe pas de traitement curatif en fait. Pour le moment. Pour le moment, bien sûr. Et c'est pour ça que ça s'appelle Danse avec l'espoir. Parce que moi, j'ai l'espoir que demain matin, et peut-être à travers mon témoignage ou juste cette émission de radio aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui fait de la recherche, je vais peut-être le motiver ou peut-être lui donner envie d'aller un peu plus loin pour m'aider moi et aider plein de jeunes... Et l'aider elle surtout. Oui, aider ma fille. Plus que vous aidez vous. Oui, c'est ça. Mais aidez-moi à comprendre tout ça et peut-être trouver une solution. Et d'autres parents. Parce que moi, mon histoire, elle n'est pas unique. Elle est juste... oui, à la télé, tout est beau. Coiffure, maquillage, parfait, tout est bien. Waouh! Mais dans la loge, les problèmes, ils sont encore là. Ou les défis, je devrais dire. C'est pas des problèmes. Ouais. Ma fille n'est pas un problème, c'est un défi. Vous craquez encore, parfois, en y pensant? Ah c'est ça. Il faut que je reste concentré parce que j'ai le choix de regarder le blanc ou le noir. Moi, je vais plus dans les tons pastels, les rouges, les bleus flamboyants, parce que je veux donner la joie et je veux n'avoir en retour. Et si je fais ça tous les jours de ma vie, c'est ma fille qui en bénéficie. Et peut-être tous les gens alentour. Parce que tous les intervenants de première et de deuxième ligne, eux, tous les jours à l'école où elle va, ou à la maison, ou quand quelqu'un sonne à la porte de la maison, ils ouvrent la porte, ils nous disent même pas bonjour. Ils vont voir Francesca, et c'est les bisous, et c'est les câlins, et c'est l'amour, et c'est tout. Docteur Martine Pérez. Oui, moi je me suis beaucoup intéressée au syndrome de Rett parce que quand j'ai eu ma première fille, sa cousine qui est née quasiment le même jour a été diagnostiquée exactement dans les mêmes conditions que la vôtre d'un syndrome de Rett à 15 mois à peu près. Et donc je me suis beaucoup intéressée à ce sujet et ce que vous décrivez me touche beaucoup parce que les parents de cet enfant qui ne sont pas d'un milieu spécialement favorisé l'entourent, elle a 26 ans aujourd'hui, d'un amour, d'une passion, il y a un regard, il y a un échange, il y a une vie qui vaut la peine, quoi. Il y a vraiment quelque chose de formidable dans cette relation. Et moi, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Et surtout, donc, je me suis beaucoup intéressée. Et la recherche est très performante sur le syndrome de Rett. Il y a quelques mois, dans la revue Science, il y a eu un essai thérapeutique avec un nouveau médicament. Il y a des recherches, il y a des essais thérapeutiques, il y a de l'espoir. Et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Et effectivement, il faut que les chercheurs continuent parce que derrière cette recherche moléculaire, il y a des êtres vivants qui sont aimés, que l'on aime et qu'on a envie de voir progresser. Et Jean-Marc Généreux, c'est quoi votre contact aujourd'hui avec Francesca? Vous arrivez à échanger avec elle? Drôlement, la vie m'a fait prendre un parcours à gauche. Je m'en allais à droite. Moi, je m'en allais en architecture, en ingénierie. Et finalement, boum, je me suis retrouvé danseur. Et aujourd'hui, le mouvement la stimule. Quand je bouge, quand je parle fort ou je joue avec mes émotions ou je m'exprime avec beaucoup de nuances, de toute façon, Francesca, je l'ai lu dans sa tête, elle pense que c'est les 50 nuances de Jean-Marc Généreux. Cela dit, elle kiffe, quoi. Elle s'amuse et elle rigole et on communique à travers les yeux. Mais bon, il n'y aura pas formellement un oui écrit sur une feuille ou un... L'amour, vous le sentez en tout cas. Ah bah oui, mais totalement. Et je le vis bien. Et ma femme le vit bien et mon fils et tout notre entourage. Et... s'il y a des gens qui ont une petite baisse de régime, des petits côtés d'émotion, venez à la maison. Vous allez voir. Docteur Jean-Michel Cohen. Ouais, c'est une question un peu personnelle pour vous, mais est-ce que ça vous donne envie d'avoir un autre enfant ou est-ce que ça vous a encouragé ou retenu? Ça m'a, je vais dire avec toute l'honnêteté du monde, ça m'a retenu. Parce que, mon fils est un Vanishing Twins, donc il y avait 2 bébés dans 2 placentas et un n'a pas été à terme, mais elle a été à 12 semaines. Après, ma femme a eu une fausse couche 9 mois plus tard, ou 10 mois plus tard, et Francesca est arrivée. Donc, j'ai dit, on arrête l'acharnement,
peut-être qu'au niveau chromosome ou moléculaire ou quoi que ce soit, on n'est pas compatible. Donc, on ne peut pas amener des responsabilités pour ceux qui vont rester derrière nous. Parce qu'il y a des générations derrière nous. Et donc, Francesca, nous, on l'aime. Est-ce qu'elle va trouver, quand nous, on sera plus là, quelqu'un pour vraiment assurer? Et donc, on a dit, non, on se retient sur ça. Et puis, s'il faut, on adoptera. Et c'est finalement un fabuleux cri d'amour, ce livre. Ben, je crois que oui, mais c'est aussi un hymne à l'espoir. On veut que les gens comprennent que le mec qui voit à la télé et qui bondit ou qui a marqué les parquets de danse avec sa femme, quand il est dans la loge, j'ai des réflexions, mais après, on s'en va sur le sentier de guerre pour la joie, l'amour et l'espoir. Merci beaucoup Jean-Marc Généreux d'être venu ce matin sur Europe 1 dans ce grand direct de la santé. Votre livre s'appelle Danse avec l'espoir. Il porte bien son nom, ce témoignage chez Michel Lafon. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.